Toutes les rumeurs autour de l'incident de drone, incursion de la Russie en Pologne, voire dans l'espace aérien roumain. 19 drones auraient soi-disant pénétré dans l'espace aérien polonais et même touché un village, soi-disant. Eh bien, même les médias ukrainiens disent maintenant que non. Il s'agissait en réalité probablement d'un missile polonais, un missile de défense aérienne. Et nous savons maintenant qu'un grand nombre de ces missiles ont en fait raté leur cible. Ils ont manqué la cible et n'ont touché que là. Ils en ont peut-être touché que 3. L'OTAN a appelé à renforcer la sécurité à l'Est. Maintenant, beaucoup de discussions portent sur une guerre directe entre la Russie et l'OTAN. Et cela est préoccupant. Mais je sais qu'il y a aussi une réalité à prendre en compte. Eh bien, tout d'abord, arrêtons simplement les absurdités à propos d'une guerre Russie-OTAN. Cela n'arrivera jamais. L'OTAN est incapable de mener une guerre contre la Russie. Encore une fois, c'est comme vouloir que le Père Noël existe. Mais le Père Noël n'existe pas. L'OTAN ne peut pas mener une guerre. L'OTAN ne mènera pas de guerre. L'OTAN n'est pas en position de mener une guerre. Il s'agissait d'une provocation de l'Ukraine, réalisée, je crois, en pleine coopération avec au moins une partie du gouvernement polonais. Les Ukrainiens ont apparemment, au fil du temps, accumulé un certain nombre de drones leurres russes. Ce sont des drones en polystyrène, conçus pour activer les radars, absorber les tirs, révéler les positions et, idéalement, pousser les Ukrainiens à gaspiller des ressources de défense aérienne afin que les vrais drones puissent accomplir leur mission. Et ils ont lancé ceci en Pologne. La Biélorussie a signalé cela et a donné un préavis aux Polonais qui ont réagi. Sur les 19 drones leurres, seulement 4 ont été engagés. Apparemment, seulement 3 ont été abattus. L'un d'eux, je crois qu'un F-16 polonais, a tiré un missile RR-IM-120, et non un missile solaire, a raté sa cible et a touché un village, causant des dégâts. Et maintenant, tout le monde admet que c'est un coup monté total. Plus personne ne prend cela au sérieux. Mais les Polonais, parce qu'ils suivaient un scénario, ont invoqué l'article 4 de la charte de l'OTAN et ont affolé tout le monde. Et ensuite, comme prévu, on voit cet exercice Sentry, ou peu importe comment ils l'appellent, Eastern Sentry, se dérouler. La Pologne déploie 40 000 soldats supplémentaires à la frontière. S'il vous plaît, ne paniquez pas, c'est 40 000. Cela fait un total de, je crois que c'était entre 30 000 et 40 000 soldats là-bas. Ce sont des soldats polonais qui disposent de munitions pour 14 jours. Ils ne vont pas faire la guerre à qui que ce soit. D'ailleurs, la Russie a mené l'exercice Zapad 2025, 100 000 soldats. Ce sont 100 000 soldats qui ne sont pas impliqués dans le conflit avec l'Ukraine, qui comptent environ 800 000 à 900 000 soldats. Alors arrêtons les bêtises. Le danger ici, ce n'est pas tout ça. Je veux dire, regardez, l'Angleterre a envoyé 2 Eurofighter, 2. Je crois que la France a envoyé 3 Rafale, 3. Les Allemands ont envoyé 2 chasseurs, 2. C'est une blague, c'est rien, 0, que dalle. Le problème réside dans ce qui s'est passé ensuite. Les Ukrainiens se sont tournés vers les Polonais et ont dit « Nous voulons vous apprendre à abattre des drones. Nous voulons vous former à combattre les Russes. » Les Polonais ont répondu « D'accord. Donc maintenant, des opérateurs ukrainiens de la défense aérienne vont se rendre en Pologne pour former un membre de l'OTAN à affronter les Russes. » Mais même ici, je demande aux gens de garder leur calme. La Pologne n'étendra pas son parapluie de défense aérienne à l'ouest de l'Ukraine sans l'autorisation de la Russie. Et maintenant, il faut revenir à la petite conférence de Naryshkin qu'il a tenue plus tôt cet été, où ils ont dit « Oui, nous pensons qu'une fois cette guerre terminée, il y aura probablement un démembrement de l'Ukraine. » Et l'Ukraine occidentale ira à la Pologne.
Et vous savez, la Carpathie ira à la Hongrie et d'autres parties iront à la Roumanie. C'est ce que je pense qui se passe ici. Je pense que les Polonais, en ce moment, se préparent à l'effondrement de l'Ukraine, qui est en train de se produire d'ailleurs. Les effondrements ne se produisent pas du jour au lendemain, mais nous assistons à l'effondrement politique, à l'effondrement économique. On entend la panique dans la voix de Zelensky à chaque fois qu'il parle. Maintenant, l'effondrement militaire. Je pense que ce qui va finir par arriver, c'est qu'il faudra une démolition contrôlée de l'Ukraine. On ne peut pas permettre à l'Ukraine de simplement s'effondrer toute seule. Et les Russes et les Polonais, je crois, sont en contact les uns avec les autres, peut-être via la Biélorussie, pour la démolition contrôlée de l'Ukraine. Pour que cela se produise, il y aura un moment où la Pologne devra étendre un parapluie de défense aérienne sur les territoires dont elle va assumer la responsabilité, des territoires qui seront probablement submergés de réfugiés. Ce sera une crise humanitaire. Et cela se fera avec la permission de la Russie. Mais la Pologne se prépare à le faire dès maintenant, en apprenant à s'intégrer dans le système de défense aérienne ukrainien. C'est ce qui se passe. Il ne s'agit pas de l'OTAN qui se prépare à faire la guerre à la Russie ou quoi que ce soit de ce genre. Cela n'arrivera tout simplement pas. Ils n'en ont pas la capacité. Il s'agit de la Pologne et de l'Ukraine. Parce qu'il faut se rappeler, il faut revenir en arrière et regarder l'histoire. Zelensky a déjà travaillé avec les Polonais pour mettre en place une union économique. Ils ont déjà préparé l'Ukraine occidentale à être absorbée par la Pologne. L'Ukraine occidentale a déjà, de facto, été absorbée par la Pologne en termes d'interaction économique. Donc tout cela ne fait que préparer. C'est mon point de vue, car je ne vais pas m'impliquer dans toute cette propagande alarmiste sur une guerre entre l'OTAN et la Russie, parce que cela n'arrivera tout simplement pas. L'OTAN n'a absolument aucune capacité pour cela. Nous sommes actuellement dans une, appelons-la, période historique, qui, lorsque les historiens du futur, si nous survivons à cela, se pencheront dessus, sera perçu comme un changement aussi conséquent que celui qui a eu lieu à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec la création de Bretton Woods, des Nations Unies, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. L'ancien, appelons-le, système impérial et économique fondé sur le colonialisme touche à sa fin. Et il ne s'en va pas paisiblement dans la nuit, il se déchaîne contre la tempête. Mais ce qui a été révélé au cours de l'opération militaire spéciale menée par la Russie, c'est l'absence totale de profondeur stratégique en Occident. Oui, sur le papier, il existe ce complexe militaro-industriel. Oui, il engloutit beaucoup d'argent, mais sa production est plutôt médiocre. Donc, vous savez, ils se sont maintenant retrouvés dans une situation comme nous l'avons vu avec ces soi-disant attaques de drones. Je pense que Scott a tout à fait raison. C'était quelque chose monté de toutes pièces par l'Ukraine dans une tentative désespérée de provoquer une escalade qui amènerait l'OTAN à s'engager pleinement dans la guerre. Quelques-uns des drones avaient littéralement été attachés ensemble avec du ruban adhésif très résistant. Vous savez, du ruban américain. Ils étaient essentiellement faits de plastique et de polystyrène. Ils ne transportaient aucune arme. Et voilà que l'OTAN utilise des missiles M, Sidewinder, pour abattre un drone qui a peut-être coûté $1000 à fabriquer. Et ils utilisent un missile qui coûte des centaines de milliers, voire $1 million. Des avions ont été mobilisés, des F-16 et d'autres, des F-35, pour tenter d'abattre ces drones. Et avec toute cette technologie militaire, ils n'en ont abattu que 3 sur 19. C'est pathétique. That's pathetic. The Patriot missile situation. La situation des missiles Patriot, non seulement ils sont inefficaces contre les missiles hypersoniques, mais il faut en tirer au moins 2 sur chaque cible entrante. Cela peut sembler bien, sauf quand on réalise qu'en une seule journée,
la Russie a tiré plus de 800 drones et missiles. Donc, si vous devez lancer 2 Patriotes pour chacun d'eux, cela fait plus de 1600. Sauf que Lockheed Martin n'en produit que 550 par an, et ils n'ont pas la capacité industrielle de commencer soudainement à en produire 5000. Ainsi, les États-Unis, principalement, mais aussi l'OTAN, dans une moindre mesure, ont mis en place ce complexe militaro-industriel qui rappelle en fait l'industrie soviétique à l'époque où elle ne fonctionnait pas très bien. Elle ne peut pas produire de manière efficace ou efficiente. Et ce qu'elle produit, c'est incroyablement coûteux. Eh bien, vous savez, il a raison de dire qu'ils n'ont pas les capacités, mais vous savez, les guerres continuent sans capacité. Et encore une fois, nous ne regardons que ce qui se passe, comme nous avons le magazine Trends Journal. Nous rapportons chaque semaine les événements actuels qui forment les tendances futures. Et l'une d'elles, c'est que les économies sont toutes en train de chuter en Europe. Vous voyez les manifestations qui ont lieu en ce moment en France. Et que fait l'Allemagne maintenant? L'Allemagne est en récession depuis seulement 2 ans. 2 ans. C'est la 3e plus grande économie du monde et la première en Europe. Ils s'apprêtent à entrer dans une 3e année de récession. Mais que font-ils? Ils empruntent 1000 milliards de dollars pour renforcer leur armée et leur commerce. Et l'infrastructure va supporter les chars. Très bien, 1000 milliards de dollars dans un pays en récession. Encore une fois, nous ne mettons que les faits. Porsche, ils ne vendent plus beaucoup de voitures en ce moment. Maintenant, ils se lancent dans le secteur militaire. Une entreprise après l'autre, les actions du complexe militaro-industriel en Europe montent en flèche. L'une de mes phrases, c'est « Quand tout le reste échoue, ils vous emmènent à la guerre. » Rien que les faits. Jetons un œil à la guerre en Israël. Il y a eu 39 semaines de manifestations en Israël lorsque Netanyahou a été élu et a essayé de faire passer sa réforme judiciaire. Tout le monde a oublié cela. Ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux d'Isaac Herzog, le président d'Israël. Maintenant, je reviens à 2023 et 2022. Citation. Il y a une guerre civile en Israël, c'est exact. 39 semaines de manifestations. Que se passe-t-il? Le Hamas attaque le 7 octobre. Tout le monde l'a oublié. Encore une fois, nous ne faisons que présenter les faits. Nous publions un magazine chaque semaine. 3 jours plus tard, il a été rapporté que les États-Unis et l'Égypte avaient averti Israël que l'attaque allait avoir lieu. Le site d'information israélien auquel nous sommes abonnés a également rapporté à plusieurs reprises qu'il savait que cette attaque allait se produire. Quand tout le reste échoue, il vous emmène à la guerre. Vous voulez d'autres faits? Cherchez sur Google. Tout le monde qui écoute, tapez simplement sur Google Franklin Roosevelt saisit tous les avoirs japonais. C'est de l'histoire. Aujourd'hui, c'est du courant dominant. Du courant dominant. Le 26 juillet 1941, le président Franklin Roosevelt a saisi tous les avoirs japonais en représailles contre ces sales japonais qui envahissaient l'Indochine française. L'Indochine française? Qu'est-ce que les Français font au Cambodge, au Laos et au Vietnam? Et vous appelez ça l'Indochine française? Ferme-la, Salanti. Nous sommes en Algérie. Nous sommes au Maroc. Nous avons la Légion étrangère française. Nous volons, pillons, dérobons tout ce que nous voulons. Les États-Unis, je n'invente rien, et les Indes orientales néerlandaises. Les Indes orientales néerlandaises. Qu'est-ce qu'ils font là-bas en Indonésie? Oh, la même chose que font les Français. Voler, piller et saccager. Et les Anglais qui avaient des bases militaires à Singapour. Ah, les Anglais, sur qui le soleil ne se couche jamais dans l'Empire britannique, tuaient des gens partout dans le monde. Ils ont imposé des sanctions au Japon. Le Japon a perdu les 3/4 de son commerce mondial et ils ont coupé 88% de leur pétrole importé. Ah, ils n'en importaient que 100%. Que se passait-il à l'époque? Oh, la Grande Dépression. Quand tout échoue,
il vous emmène à la guerre. Et revenons à l'explosion de la bulle Internet que nous avions annoncée. Nous avions prévu que cela arriverait dans notre Trends Journal en 1999. Nous avions dit que l'explosion de la bulle Internet aurait lieu d'ici le deuxième trimestre 2000. Eh bien, c'est arrivé. Avant de continuer, Gérald, y a-t-il un micro? J'ai l'impression qu'il y a des bruits dessus. Je sais pas. C'est juste moi qui tape sur ce truc ici. D'accord. Revenons à... Que s'est-il passé? Nous avions prévu l'éclatement de la bulle Internet. Elle a éclaté. Le Nasdaq a perdu 80% de sa valeur. 80%. Que s'est-il passé? Le 11 septembre. Tout le monde a oublié ça. Nous étions en récession. Quand tout échoue, il vous emmène à la guerre. Scott a 100% raison. Il n'y a aucun moyen, aucune chance que l'OTAN puisse vaincre la Russie. Aucune chance. Mais il y a des fous aux commandes. Ils ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Ils se moquent complètement de nous, le peuple. C'est comme ça qu'on le voit. Donc nous sommes inquiets que cette guerre continue de s'intensifier parce qu'il renforce le complexe militaro-industriel. Tous les faits sont là. Tout l'argent s'en va. Toutes les ventes automobiles sont en baisse partout. Elles baissent, 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 baissent. Toutes les exportations en baisse, en baisse, en baisse, en baisse. Ils relancent l'économie avec le complexe militaro-industriel. C'est ça qui m'inquiète. Compte tenu de tout cet argent qui va au complexe militaro-industriel, c'est tout de même étonnant que l'OTAN affirme n'avoir pu, via la Pologne, abattre que 3 de ces soi-disant drones sur 19. L'OTAN ne peut pas mener une guerre directe contre la Russie. Pourtant, il continue d'en parler et de pousser dans ce sens. Pourquoi maintenant? Pourquoi voyons-nous l'OTAN, la Pologne, Rutte s'exprimer ainsi et presque détourner l'attention de l'Ukraine? C'est aussi l'impression que cela donne. On a l'impression qu'il s'agit d'une diversion par rapport à la situation globale en Ukraine. Concentrons-nous sur ce dont parlait Gérald. Porsche. Porsche ne produit pas de voitures civiles en ce moment parce qu'ils ne le peuvent pas. C'est trop cher. Et Porsche, je crois qu'en 2024, a subi des pertes qui ont mis fin à sa carrière. Donc, pour sauver l'entreprise, ils ont dû se reconvertir dans la fabrication de blindés, de chars. Le problème pour Porsche, c'est qu'il n'existe aucune entreprise allemande qui fabrique de l'acier. Ils ne peuvent pas se le permettre, car ils se sont débarrassés de ce gaz russe bon marché, et ils n'y arrivent tout simplement pas. Ils doivent donc acheter tout leur acier en Suède, et cela leur coûte une fortune. Et la réalité, c'est que même si Porsche investit maintenant des sommes importantes pour se reconvertir dans l'industrie de la défense, ils n'en ont pas les moyens. Ils ne peuvent pas. Ils ne vont pas construire un seul foutu char, parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Ils sont sur le point de faire faillite. Porsche va s'effondrer. Ils essaient de vendre une partie de leur entreprise. Ils sont en train de la démanteler à l'instant même. Ils vendent une partie de leur activité à un milliardaire tchèque qui pense avoir la solution. Mais il n'y a pas de solution, sauf si, comme l'a dit Gérald, on crée une urgence de guerre. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Il y a simplement une guerre. Et cela concerne toute l'Europe. Ils ne peuvent littéralement pas se permettre de faire ce qu'ils prétendent faire. Donc pour convaincre les gens de dépenser de l'argent, ce qui ne fera qu'aggraver encore plus les économies déjà en récession, ils doivent attiser la peur de la Russie. Personne n'y croit. Les Polonais n'y croient pas. Les Allemands n'y croient pas. Les Français n'y croient pas. Personne en Europe n'y croit, à part les politiciens. Donc, ils se racontent des histoires à eux-mêmes. Voilà ce qui se passe. Rutte est le secrétaire général de l'OTAN, une alliance militaire qui ne peut pas se maintenir. Littéralement, regardez la stupidité de l'OTAN. Vous savez, ils n'ont même pas réussi à atteindre le seuil de 2,5% qui avait été fixé comme nécessaire. C'est du PIB. Alors maintenant, ils disent tous, on va faire 5.
c'est 5% du PIB. Ce n'est pas comme s'ils augmentaient les dépenses de défense de 2,5%. On parle de 2,5% du produit intérieur brut de toute la nation. Aucun budget ne peut supporter cela. Pas un seul ne le peut. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas l'argent. C'est tout simplement de la stupidité. Et donc, pour y parvenir, les Allemands parlent de supprimer les retraites, de réduire les soins de santé, de couper tout ce qui faisait fonctionner l'Allemagne. Et l'Allemagne est une société en train de s'effondrer. J'étais récemment en Suisse, en train de parler avec les Suisses, un petit bastion de civilisation, parce qu'ils n'ont pas encore totalement cédé au va-t-en-guerre, même si la neutralité suisse est en danger. Mais ils arrivent d'Allemagne. Et j'ai dit franchement, j'ai de bons souvenirs de l'Allemagne. Ils m'ont répondu que l'Allemagne n'existe plus. Je veux dire, les trains allemands ne sont plus à l'heure. Ils tombent en panne. Et Scott, je peux en témoigner. Quand j'étais à Berlin, j'ai pris un de leurs trains à grande vitesse et je me suis littéralement fait expulser. C'était un désastre. Mais continuez. L'Allemagne, la France, c'est une blague. Elle s'effondre littéralement. C'est d'une stupidité massive. Les Britanniques, Starmer, tu sais, assis là à dire « j'ai jusqu'en mai ». Non, tu ne l'as pas, Starmer. Tu vas tomber plus tôt que tu ne le penses. Toute l'Europe est en train de sombrer. Alors que fait-on quand on a cette classe belliciste qui est au pouvoir depuis plusieurs décennies? L'Union européenne, l'OTAN, esclaves de l'Amérique, et qu'on leur dit soudainement « vous êtes seuls ». Je veux dire, ils sont en mode panique totale. Panique totale. Et c'est ce qu'on voit. On voit simplement des gens paniquer, faire déclaration sur déclaration sur déclaration, complètement déconnectés de la réalité. Parce qu'encore une fois, Gérald, ils vont pas construire un char. Ils ne peuvent pas se le permettre. Ils n'ont pas l'argent pour ça. Je veux dire, ils peuvent rester ici et parler autant qu'ils veulent. Les mots peuvent couler. Pendant la dépression, au moins nous avions une industrie sidérurgique. Pittsburgh produisait de l'acier. Ford pouvait transformer sa Model T en Sherman. Les Allemands, ils n'ont rien, non? Porsche est une entreprise effondrée. Ils sont en train de démanteler leur industrie sidérurgique à l'instant même. Les Suédois ne peuvent pas, je veux dire, ils vont augmenter le prix de leur acier blindé. Et c'est la concurrence, parce que les Français parlent maintenant de construire des chars, mais ils ne fabriquent plus d'acier. Plus personne ne fabrique d'acier en Europe, à part les Suédois. C'est tout. Personne ne fabrique d'acier blindé. Donc maintenant, vous allez devoir vous battre pour en avoir. Tout le monde va dire il nous faut de l'acier. Les prix vont grimper. Les Allemands n'ont pas d'argent. Ils sont en faillite. C'est pour cela que vous entendez ce genre de rhétorique. Mais en réalité, il y a des gens en coulisses, surtout en Pologne. Gardez à l'esprit que les Polonais, oui, ils ont Tusk, qui n'est qu'un idiot russophobe. Mais ils ont aussi un nouveau président, qui est russophobe, mais pas tout à fait idiot, c'est-à-dire qu'il comprend certaines réalités. Par exemple, le nouveau président met le gouvernement polonais au pied du mur. Pourquoi diable un de nos missiles a-t-il touché un village? Et pourquoi l'avez-vous présenté comme une attaque russe? Pourquoi mentez-vous au peuple polonais? Vous avez le président de la Pologne en conflit avec le Premier ministre. Et le président de la Pologne dit des choses comme « Non, nous n'allons pas étendre notre défense aérienne à l'Ukraine. Nous n'allons pas faire toutes ces bêtises. » La Pologne comprend les réalités. Les généraux polonais comprennent la réalité de la situation ici. Ils savent qu'ils ont au mieux 14 jours de munitions. Et cela me fait toujours sourire, car ces 14 jours sont calculés dans des conditions idéales. Larry, tu sais bien que rien n'est idéal en temps de guerre. Alors imagine devoir sortir tes munitions d'un dépôt qui vient d'être détruit. Eh bien, tu n'as plus 14 jours de munitions, n'est-ce pas? Parce que tu viens d'en perdre 80% dans une explosion sur ton propre territoire, car tu n'as pas pu évacuer vers le dépôt
les points de déploiement de combat que tu n'as pas encore mis en place. Mais supposons que tu commences à déplacer certains de ces points de déploiement de combat. Maintenant, les drones sont omniprésents et vous les éliminez. Vous perdez 70% de votre trafic en entrant là-bas. Vous avez maintenant 2 jours de munitions, mais vous n'avez plus d'obusiers, car ils ont tous été détruits aussi. Les Polonais savent que c'est plié, gagné, perdu au moment où ils s'engagent contre les Russes. Il n'y aura même pas d'hésitation. C'est pourquoi les Polonais jouent actuellement un jeu complètement différent. Naryshkin, le chef du service de renseignement extérieur russe, c'est juste mon avis. Peut-être que Larry et Gerald pourront me corriger s'ils pensent que je me trompe. Mais il ne va pas s'engager publiquement sur quelque chose comme le partage de l'Ukraine de son propre chef. Naryshkin ne s'est pas réveillé un matin en se disant « Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tant pis, Poutine, va te faire voir, mon pote. Je vais prendre la décision unilatérale que lorsque l'Ukraine s'effondrera, nous donnerons l'Ukraine occidentale aux Polonais. » Non, il a pris cette décision parce qu'il y a déjà des choses en cours. Les Russes ne commencent pas par les mots. Les Russes construisent d'abord la réalité, puis leurs paroles s'alignent sur cette réalité. Donc, pour que Naryshkin dise « Nous allons donner l'Ukraine occidentale aux Polonais » ou « Nous y réfléchissons », cela signifie, premièrement, que la décision a déjà été prise, et deuxièmement, qu'il y a quelqu'un en Pologne qui a reçu cette information et reconnu que c'est probablement la direction qu'ils prennent. Donc, je pense que ce que nous voyons en ce moment, c'est simplement de la panique pure de la part de l'OTAN, de Rutte, de Poutine. Ce comportement idiot, je suis désolé, c'est mon avertissement préféré parce que j'ai vu un film qui s'appelait Les Baltimore Ones, donc j'utilise le terme idiot. Je m'excuse auprès de tous ceux qui pourraient être offensés par cela. Mais vous savez, le fait est que, regardez le chancelier allemand en train de pleurer, littéralement pleurer, à propos de l'antisémitisme. Ce type, je veux dire son grand-père, était un nazi qui a tué des juifs, et maintenant il est là à faire semblant. C'est tout ce qu'il sait faire. L'Europe est un grand pays ménopausé, féminin, en pleine bouffée de chaleur. Émotions, hormones en ébullition. Il n'y a rien de sérieux en Europe aujourd'hui. Rien de sérieux du tout. Voilà mon avis. Eh bien, pour revenir à la montée en puissance de leur armée, comme je l'ai dit, quand tout le reste échoue, ils vous emmènent à la guerre. Et d'ailleurs, l'une des couvertures de notre Trend Journal était « Hail of Mares » pour ce qu'il fait. Et encore une fois, 1000 milliards de dollars alors qu'ils sont en récession. Mais voici le mensonge qu'ils vendent, et même les médias traditionnels le relaient. Ils disent qu'en renforçant leur armée, ils vont renforcer leur économie. Non, c'est pas vrai. Ils vont s'endetter encore plus. Votre économie se développe lorsque les produits fabriqués dans votre pays sont achetés par les consommateurs. Deuxièmement, c'est un gaspillage d'argent, parce que tout à l'heure, vous avez commencé à parler des drones. Revenons en arrière. Quand cette histoire de drones a-t-elle commencé? C'est relativement récent, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années peut-être. Les armes qu'ils fabriquent, c'est comme fabriquer des catapultes pour faire la guerre, ou creuser des tranchées. Les chars, les avions, tout cela, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. La Troisième Guerre mondiale, comment il s'appelait déjà Einstein? On lui a demandé « Quelles armes seront utilisées pour la Troisième Guerre mondiale ?» Il a répondu « Je ne sais pas, mais pour la quatrième, ils utiliseront des bâtons et des pierres. » Tu comprends? C'est un gaspillage total d'argent. Si tu fais la guerre contre la Russie, tout le monde, adieu le monde. Ce sera l'anéantissement nucléaire. Et ajoutons autre chose aussi. Regardez ce qui se passe en Israël avec cette guerre. Il y a des massacres en ce moment. Ils sont en train d'effacer la population de Gaza. Et combien de personnes disent qu'Israël va intensifier une attaque contre l'Iran?
Si une guerre éclate avec l'Iran, cette fois ce sera une toute autre histoire. L'Iran est une nation très avancée, militairement, scientifiquement, technologiquement. Et qu'est-ce qu'Israël dit qu'il fera s'il perd? Ce ne sont pas mes mots, ce sont les leurs. L'option Samson, S-A-M-S-O-N. Ils utiliseront le nucléaire. C'est donc ma plus grande inquiétude. Les armes qu'ils fabriquent aujourd'hui, c'est un gaspillage d'argent, cela ne fait qu'enrichir le complexe militaro-industriel, et cela n'a rien à voir avec le fait de gagner une guerre. Voici l'un de mes livres, Trends 2000. Il a été un best-seller international. J'ai été invité à l'Institut militaire de Virginie en 2000 pour parler de ce que j'appelais la guerre du nouveau millénaire. C'est un jeu totalement différent. Et c'était il y a 25 ans. Regardez les progrès réalisés depuis. Encore une fois, je ne sais pas comment la Troisième Guerre mondiale sera menée, disait Einstein, mais la Guerre mondiale se fera avec des tosses, des bâtons et des pierres. La guerre est un savoir-faire. Et vous savez, je suis instructeur en armes à feu, et je sais que si les gens s'entraînent, ils peuvent s'améliorer dans ce qu'ils font. Eh bien, ce que la Russie a fait au cours de l'opération militaire spéciale, c'est aller à l'école doctorale avancée. Ils ont appris tout au long du processus. Ils n'ont pas commencé avec un plan fixe pour ensuite s'y tenir sans aucun changement ou modification. Ce qu'ils ont perfectionné s'appelle la guerre en réseau. Et c'est le genre de situation où un soldat, déployé à un endroit précis sous attaque, que ce soit par drone ou par tir d'artillerie, peut immédiatement demander un tir sur cette cible spécifique, de sorte qu'ils sont pleinement intégrés à travers les différents échelons de l'armée. Ils ont réussi à perfectionner ce type de communication, ainsi que l'innovation à des niveaux inférieurs. Par le passé, le modèle voulait que les Soviétiques soient très rigides. Ils n'agissaient que d'une seule manière et n'écoutaient pas les soldats en première ligne. Cela s'est avéré tout simplement faux. J'évoque cela parce qu'en comparaison, il ne semble pas y avoir d'apprentissage en cours en Occident, en particulier au sein de l'OTAN. Je veux dire, si l'on regarde en arrière, la soi-disant contre-offensive ratée que l'Ukraine a lancée en juin 2023, elle a été en grande partie planifiée par des généraux américains, par des planificaires mortalicoires. Vous savez, il n'est pas nécessaire d'être von Clausewitz ou Sun Tzu pour comprendre que si vous attaquez un ensemble de positions retranchées et de fortifications très profondes, sans aucune puissance aérienne, vos chances de victoire sont assez minces. Et les Ukrainiens ont été anéantis. Ce que je veux souligner ici cependant, c'est que la Russie, du fait de cette guerre, vous savez, ils l'appellent l'opération militaire spéciale, parce qu'ils n'ont pas mobilisé la société. Mais malgré tout, ils apprennent des choses sur leur propre capacité de production, leur capacité à innover, à apporter de nouvelles technologies sur le champ de bataille, et ils ne sont pas entravés par certains des mêmes obstacles bureaucratiques et politiques que l'Occident s'est imposés. Ils sont donc beaucoup plus agiles et capables.